de se battre, hein, quoi que cela coûte, hein, contre ce système, hein, et de le changer. Pas à des pays qui, bon, parce que surarmés, pour piller les ressources des autres, bon, décider, hein, de qui doit partir, de qui doit rester. Donc je crois que la question qui se pose ici, ce n'est pas de voir Laurent Gbagbo. Moi, je n'ai pas fondamentalement, voilà, je n'ai pas une sympathie particulière pour Kadhafi. Pas plus pour Laurent Gbagbo, parce que j'ai fait des conférences aussi dans lesquelles je dénonçais Laurent Gbagbo dans un certain nombre de ses attitudes. Mais je considère que Laurent Gbagbo était le moins du mal par rapport à Alassane Ouattara qui avait dirigé, hein, le FMI, qui avait dirigé le FMI Afrique, hein, pendant des années, hein, et qui était celui qui avait mis en œuvre, hein, les plans de rigueur qualifiés de plans d'ajustement structurel pour détruire toute l'Afrique. Et après que monsieur ait fini de servir, de jouer ce rôle, monsieur se rend compte que la Côte d'Ivoire ne va pas bien et qu'il vient apporter les solutions. Donc je crois que la question ici, c'est de peser nos intérêts. C'est la peser des intérêts. Alors il ne s'agit pas de jouer au sentimentalisme de quelque ordre que ce soit. Merci pour essayer un peu d'apporter des questions, un peu, des réponses, je vais aussi poser une question après. C'est sur le plan justement de mon camarade qui s'étonne un peu que vous souteniez Kadhafi et Laurent Gbagbo, ou bien que vous approuviez. Effectivement, je pense que le reproche qu'on fait à certains dirigeants africains, c'est qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme, soi-disant. Et que finalement l'Occident a universalisé la notion de droits de l'homme, sans bien évidemment prendre en compte la spécificité de chaque peuple. Et que par conséquent, on estime que dès lors que les droits de l'homme sont bafoués dans un pays, il faut, coûte que coûte, évincer le dirigeant de ce pays. Et je pense que dans toute construction d'un État, je pense que la répression, ce n'est pas nous qui avons théorisé la violence légitime, c'est Max Weber qui l'a théorisé. La répression est une condition sine qua non pour l'édification d'une nation forte au début de sa construction. Effectivement, je pense qu'en Afrique, nous tous on le savait en Afrique, que dans le pays de Kadhafi, c'était un pays prospère. Nous n'avions jamais eu d'écho, même si on n'avait pas de chiffres, on disait que c'était un pays qui allait tant mal que ça. Donc au final, on peut dire que l'objectif recherché finalement dans ces guerres, ce ne sont pas des guerres de libération, comme M. l'a dit, ce sont des guerres de conquête. L'enjeu derrière, c'est un enjeu économique. On se rappelle qu'après justement le départ de Kadhafi de Tripoli, sur France 2, il y a des informations qui sont tombées au niveau du partage des pourcentages des revenus pétroliers en Libye, avec 35% qui revenaient à la France. Donc de ce point de vue, pareillement pour l'uranium au Tchad, M. Tandja avait décidé d'augmenter le prix de son uranium à la France. Et ça n'a pas plu à Sarkozy. Donc au final, comme on le dit ici, il faudrait, parce que personne ne viendra défendre les intérêts des Africains. Cela existe depuis la nuit du temps. Et depuis la fameuse indépendance. Ça, c'était un éclairage. D'autre côté, je voudrais aussi amplifier les aspects positifs de Kadhafi. Justement, sur la problématique du satellite RASCOM 1, le satellite que Kadhafi a créé en Afrique, c'est le satellite RASCOM 1 en 2006. Depuis 1992, l'Afrique a toujours fonctionné avec un satellite géré, qu'on prêtait à l'Europe, et qui nous coûtait 500 millions d'euros par an, par location. Alors, effectivement, 92, on est rentré dans les négociations pour qu'on puisse nous-mêmes avoir notre satellite jusqu'en 2006. 14 ans après, nous n'avons pas eu de satellite, donc on payait toujours 500 millions d'euros par an de location de ce satellite pour servir la télécommunication, parce que même la communication entre États africains était chèrement payée. Et c'est l'Europe qui recevait les fonds. Donc, qu'est-ce qui se passe? En 2006, Kadhafi décide, avec les moyens financiers de l'État, je dis bien, de verser 300 millions pour la construction de ce satellite. La Banque africaine a développé 50 millions et la Banque des Nations Unies 27 millions. Le satellite a été construit. Aujourd'hui, l'Afrique est desservie dans le satellite en matière de télécommunication. Donc, c'est vrai que c'est une perte fondamentale pour l'économie européenne, les 500 millions de locations. Mais c'est pourquoi?
Si vraiment l'intérêt des États occidentaux, c'est de participer à la libération et à la prospérité des peuples africains, au contraire, je pense que l'appui devrait plutôt servir à ce genre d'initiative, parce que l'affranchissement a toujours été le combat de tout être humain qui se sentait justement aliéné. Je pense que le combat de Kadhafi a été celui-là. Et si c'est des guerres de conquête et des guerres d'objectifs économiques, effectivement, c'est une gêne. Pareillement pour l'Union pour la Méditerranée, qui est aujourd'hui mise en œuvre entre les pays de l'Europe du Nord et qui divise l'Afrique dite subsaharienne et l'Afrique du Nord, toujours dans une idée selon laquelle les peuples blancs seraient supérieurs aux peuples noirs. Kadhafi a refusé de participer à cette Union pour la Méditerranée en disant que si on crée l'Union pour la Méditerranée, on divise l'Afrique. Il faut créer l'Union africaine ou bien une Union continentale. Il a refusé de le faire. Et ça, c'est un affront, je suis désolé. Les Européens n'aiment pas, bien évidemment, ce genre de personnes qui défendent les intérêts de l'Afrique. Nous sommes dans la défense des intérêts de l'Afrique. Et c'est une réalité. Quand Ali a commencé, il a dit qu'il faut qu'on se dise des vérités. Ça, c'est une vérité. C'est une réalité. C'est des besoins économiques qui font en sorte que, effectivement, ceux qui agissent pour le bien du peuple, au-delà de toutes les exactions qu'on peut lui attribuer, mais l'intérêt derrière n'est pas l'intérêt des Africains. Ma question est effectivement l'activité guidant nos travaux. Aujourd'hui, lorsque Ben Ali a fait pratiquement 30 ans au pouvoir, la raison était qu'il était le moindre mal. Il représentait un rempart pour l'islamisme. Mais actuellement, les élections pour l'Assemblée constituante sont en train de se dérouler. Elles auront lieu samedi. Et le parti Ennahda est en poste de remporter ces élections constituantes. Mais quelle sera la position de la France? Puisque c'est ce parti islamiste qu'ils ont combattu pendant 30 ans en mettant Ben Ali au pouvoir. Quelle sera leur réaction? Quelle pourrait être maintenant leur position aujourd'hui? Non, effectivement, merci pour votre intervention. Je crois qu'effectivement, il y a cette question aussi de l'Union pour la Méditerranée et tout ça, que la FI avait refusé. Aussi, aujourd'hui, il faut que les Noirs apprennent à défendre leurs intérêts. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'on soit là, que quelques individus nous imposent leur vision en disant « ouais, on fait de Kadhafi l'ennemi de l'Occident. Ah, les Noirs, les Africains doivent s'aligner comme des I, comme des I, hein, tout simplement derrière pour dire oui, Kadhafi est notre ennemi. » Non, c'est terminé. Cette époque doit être révolue. La jeunesse africaine doit comprendre maintenant qu'elle n'a pas à traiter. Nous ne sommes pas dans un monde de saints ni de méchants. Chacun essaie de survivre. Chacun essaie de survivre. Les mêmes qui disent aux Africains, attention, ne traitez pas avec la Chine parce que la Chine ne respecte pas les droits de l'homme, les droits des Tibétains. Ben eux, ils traitent avec la Chine. La France est allée même jusqu'à conclure en 2009 un accord avec la Chine sur le dos des Africains pour partager le butin que la Chine aura remporté sur le terrain africain, sur notre dos. Donc aujourd'hui, peu importe, si Ahmadinejad, considéré comme un méchant, comme un terroriste par les Occidentaux, dans sa démarche, nous montre qu'un pays a besoin de nucléaire, qu'un pays a besoin d'instruments de défense pour pouvoir se développer, mais ne me demandez pas à moi de m'opposer à cet homme-là, parce que l'Occident trouve que c'est son ennemi. Non. Donc aujourd'hui, les Africains doivent apprendre à lire le monde dans sa réalité. Les Africains ne doivent plus être là à suivre leur maître, tout simplement parce que, bon, nous, on nous a appris à ne pas raisonner par nous-mêmes. À ne pas raisonner par nous-mêmes. Depuis des années, depuis la chute de l'Égypte antique d'ailleurs, on nous a appris à ne pas raisonner par nous-mêmes. C'est terminé, cette époque doit être révolue. Voilà. Ce n'est pas parce que l'Occident considère que Hugo Chavez est un dictateur que les Noirs doivent le considérer ainsi. Non. Nous devons voir clairement et nettement ce qu'il y a à prendre et ce qu'il y a à rejeter. Voilà. Bon, maintenant, en ce qui concerne la question de la Tunisie, je crois que on va assister d'ailleurs au même phénomène en Libye. C'est-à-dire que les gens là, ils savent que de toute façon, Al-Qaïda
et les groupes islamiques, les groupes djihadistes étaient bel et bien dans les rangs sinon étaient ceux qui avaient suscité cette soi-disant révolte populaire en Libye. Mais il y a un calcul derrière. Ils se disent que bon, de toutes les façons, lorsque le moment va arriver, faisons dégager tout d'abord Kadhafi, après on va s'occuper d'eux. Après on s'occupera d'eux. Parce que nous savons qu'en termes militaires, bon, nous sommes supérieurs à eux. Si jamais ces gens-là se retournent contre nous, parce que quand on voit aujourd'hui que l'Occident, ils se plaignent, ceux qui ont engagé cette guerre, se plaignent de la disparition de quantité d'armes en Libye. Non pas parce que, bon, on va tuer les Africains ou bien il y aura des choses, des atrocités qui seront commises en Afrique. Mais ils craignent que ces armes-là soient retournées contre eux. Eux, ils craignent pour leur vie, et la nôtre ne vaut pas un clou. Donc, ils se disent que, bon, de toute façon, nous allons dégommer Kadhafi. Et après, bon, si eux, ils se tournent vers nous, nous allons nous tourner vers eux. Nous allons nous tourner contre eux. Donc, ce qui va se passer, à mon avis, en Libye, en Tunisie, c'est que, bon, ce parti, Ennahda, effectivement, qui est qualifié d'islamiste, va remporter les élections, probablement. Et à la fin, nous allons nous retrouver dans un scénario qui va faire retourner la Tunisie dans les jurons d'un régime militaire ou policier qui va soi-disant traquer les islamistes, comme on l'a vu en Algérie, sous prétexte que les islamistes allaient prendre le pouvoir et tout ça, donc on va monter les généraux en grade au pouvoir, etc., on va les soutenir pour contrer la menace islamiste. On va assister au même phénomène en Tunisie. Et je rappelle aussi que nous avions vu le même phénomène en Palestine. Lorsque les Occidentaux qui aiment tant la démocratie par le nom, bon, on avait fait des élections, le Hamas les a remportées. On dit non, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Donc, cette démocratie-là, on n'en veut pas. Donc, on va assister au même phénomène en Tunisie. Je pense bien qu'on va assister au même phénomène. C'est-à-dire que ces gars-là vont remporter les élections, mais ils trouveront les Occidentaux sur leur chemin. Voilà. Et la Tunisie redeviendra, c'est-à-dire qu'on aura une fois encore un pouvoir à l'image de Ben Ali, mais qui aura plus de soutien, parce que cette fois-ci ce sera ouvert, ce sera un soutien ouvert. On va dire que bon voilà, puisque c'est un parti islamiste radical qui a remporté les élections, nous ne pouvons pas accepter qu'aux portes de l'Europe se constitue un régime islamique genre iranien. Voilà, donc on assistera au même phénomène, comme on l'a vu à Gaza. Et je rappelle aussi que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, où aujourd'hui il y a soi-disant des tensions religieuses, je crois qu'on se dirige vers le même phénomène. Voilà, on se dirige vers le même phénomène, sous prétexte que les musulmans, les islamistes vont écraser les Coptes qui sont des chrétiens, donc les amis des Occidentaux, eh bien on assistera au même phénomène. Voilà. Est-ce que... Bon, je reviens encore un petit peu sur le point précédent, parce que je trouve que c'est l'hommage effectivement à Kadhafi est effectivement déplacé, parce que Kadhafi, on reconnaît son... moi j'ai personnellement des sympathies pour lui, pour son panafricanisme, aussi pour, à l'époque, son panarabisme, bon, ces différentes dimensions de sa politique extérieure, mais le combat à mener pour les pensées, l'intérêt des peuples, il marche toujours sur deux jambes. L'intérêt, effectivement, que le pouvoir il soit au sein de la société, c'est-à-dire que ce ne soit pas un colon qu'il possède, donc d'où la logique d'indépendance nationale. Et deuxième combat, c'est que ce pouvoir soit réparti équitablement dans la société, voilà, la logique de la démocratie, c'est-à-dire le combat contre le dictateur. Et donc dans ce schéma-là, il y a toujours le colon. Parmi les dictateurs, donc, il y a deux types de dictateurs. Il y a le dictateur collabo, donc qu'on va condamner unanimement au nom de notre
notre lutte pour l'indépendance nationale et au nom de notre lutte pour la démocratie. Et il y a le dictateur qui est indépendant, pour lequel donc on a les sympathies que vous avez décrites, parce qu'il sert un bon nombre de nos intérêts, et peut-être aujourd'hui le plus prégnant, pour ce qui est du côté africain, qui est celui pour l'indépendance nationale. Mais effectivement, le risque, c'est de se faire piéger, c'est le piège de la géopolitique. Parmi ces deux grilles-là, effectivement, l'intérêt géopolitique d'avoir l'indépendance nationale ne doit pas étouffer le second, et on doit applaudir Kadhafi quand il combat l'apartheid, quand il lance des solutions alternatives, peut-être effectivement pour le franc CFA ou contre la domination occidentale, mais on doit le combattre avec autant de virulence qu'on l'applaudit quand on le voit monopoliser le pouvoir dans la société pendant 42 ans. Et donc, arriver à tenir cette ligne un petit peu dans le... À mon avis, c'est en termes de... C'est le point de départ un peu d'une rigueur peut-être intellectuelle d'un militant dans cette situation, et en hommage, on parlait de Sankara, qui effectivement, il y a le leader, si dans notre schéma, il y a toujours avec ce colon là-dessus le dictateur collabo, le dictateur indépendant, et il y a le leader démocrate. Et que peut-être, effectivement, aujourd'hui on applaudit des Gbagbo ou des Kadhafi parce qu'on n'a plus de Sankara ou de Lumumba, qui effectivement, eux, peut-être étaient plus... étaient sur les deux, remplissaient le combat sur les deux fronts, le combat pour l'indépendance nationale et pour la démocratie au sein des peuples, quoi. Mais après, le vrai question, je pense, aujourd'hui, c'est plus en termes justement de stratégie politique, effectivement, quand on est là-dedans. Est-ce que, jusqu'à quel moment, effectivement, on se bat aux côtés, aujourd'hui, du dictateur, justement, indépendant contre le colon, et comment on est quand on est un peu en porte-à-faux, quoi. Moi, j'étais récemment là, en Syrie, là, où le problème était assez lancinant, et exactement au Liban, où le pays était coupé en deux, ceux qui soutenaient Bachar al-Assad, parce que géopolitiquement, c'est un pôle de résistance à l'Occident, qui permettait la profondeur stratégique au Hezbollah ou au Hamas, mais politiquement, c'était quand même un dictateur qui a emmerdé son peuple avec son père depuis une bonne quarantaine d'années. Du coup, à mon avis, il y a quand même il faut être attentif là-dessus, parce qu'on peut le faire assez simplement, cette rigueur de condamner Kadhafi justement comme un dictateur, voilà, tout en ne tergiversant pas évidemment sur la lucidité que vous avez et qu'on a de plus en plus sur le fait que l'Occident, malgré tout son blabla démocrate ou autre, poursuit cyniquement ses propres intérêts et effectivement choisit ses alliés de ce point de vue-là quand même. Et voilà, je trouve que ça m'étonne effectivement par rapport à ce que vous dites, que vous ne nuanciez pas un petit peu plus ces dimensions, et en plus ça ouvre, puisque ça ouvre en plus vers une question politique plus pratique, de dire comment on combat, vu qu'en plus on n'a pas le loisir de s'introduire si facilement au sein du combat géopolitique, et qu'il s'agit de construire des organisations sociales, populaires, des choses qui soient à la fois en lutte contre le monopole d'un pouvoir à l'intérieur d'un pays, que le monopole du pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire en Europe, quoi. Donc, dans ce schéma-là, comment vous est-ce que vous reconnaissez l'utilité de ces deux combats-là, et comment aujourd'hui, effectivement, dans la plupart des pays, vous positionnez par rapport à quel est l'impératif aujourd'hui? Contre quoi se bat-on en premier? Ou est-ce que c'est difficile de se battre contre deux choses en même temps? Contre le tyran ou contre le colon? Bien, merci. Je répète, on n'a pas. C'est qu'ici, moi, je n'ai pas. Ici, il ne s'agit pas d'une question de sentiment. Voilà. Parce que cette histoire. D'abord, qui définit les dictatures? Qui définit les dictatures? Tel qu'il y a des notions, moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est que la jeunesse africaine n'utilise plus un certain nombre de vocabulaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une bataille lexicale à mener aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des termes
qui sont des thèmes piégés pour nous. C'est-à-dire qu'on parle démocratie, dictateur, droit international, communauté internationale, justice internationale. Bon, des trucs qui n'ont strictement aucune dimension, qui n'ont pas les dimensions qu'on leur donne en réalité. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'agit des illusions qui sont créées comme ça. Ce sont des instruments, hein, de la boîte à outils, hein, que l'Occident sort par-ci, par-là, pour répondre à un certain nombre de ses intérêts. Donc aujourd'hui, la question est claire. Pour moi, cette opinion peut ne pas être partagée. Voilà, parce que bon, voilà, on sait que vis-à-vis de la société occidentale, Kadhafi peut être considéré comme un dictateur, comme un tyran, comme un terroriste. Bon, il a dit que, bon, on a dit qu'il avait commis des attentats. Bon, lui-même, il avait payé, il avait fait un certain nombre de choses, montrant qu'il est responsable de ces attentats. Bon, moi, voilà, ça ne me regarde pas. Je le dis comme ça. Ça peut paraître inhumain, mais ça ne me regarde pas. Voilà, c'est-à-dire que du point de vue de la société occidentale, bon, ça c'est, ils peuvent considérer Kadhafi comme leur dictateur, comme leur ennemi, mais il n'est pas mon ennemi à moi. Voilà, tout simplement parce que la colonisation ne nous a même pas laissé le temps, hein, d'apprécier entre le bon et le mauvais. C'est que nous sommes en face des choix qui sont extrêmement difficiles, qui sont des choix qui se résument simplement au pire et au moins mauvais. Voilà, c'est qu'on a ce choix-là à faire. On a le pire et le moins mauvais. Donc Kadhafi, à un moment donné, bon, il savait que, bon, il avait fait beaucoup de tentatives pour que l'Union africaine se mette véritablement sur pied. Mais, bon, comme nous savons tous que l'Union africaine, dans sa mouture actuelle, c'est le triomphe de l'esprit de Monrovia, qui est le groupe des Houphouët de Senghor, donc on sait qui sont ceux qui sont à l'origine de cette Union africaine aujourd'hui. Bon, Kadhafi avait déchanté parce qu'il avait essayé beaucoup de choses avec ses compères qui n'ont rien voulu entendre. On avait même présenté Kadhafi comme le danger qui veut islamiser l'Afrique. Oh là là! Alors, quand les dictateurs africains entendent ça, bon, eux qui sont si attachés à leur soi-disant fauteuil présidentiel, bon, quand on leur dit que Kadhafi veut devenir le roi des rois, oh là là, ils sont fous. Ils ne veulent pas de l'Union africaine. Ils préfèrent cette Union africaine dans sa forme actuelle qui ne rime à rien du tout. Donc, bon, Kadhafi, et se retrouvant en face de ces réalités, hein, a compris aussi que, bon, finalement, il s'isolait. Hein, et c'était ce qui a conduit aussi Laurent Gbagbo, hein, à cette situation, parce que, à force de vouloir, à force de vouloir s'opposer à tout, bon, on a vu comment Laurent Gbagbo était totalement isolé. Totalement. Il n'y avait personne, ne serait-ce qu'un demi-pouvoir africain qui l'avait soutenu. Voilà. Ils l'avaient tous lâché. Hein, de la CEDEAO jusqu'à l'Union africaine, en passant par tous les groupes, personne ne l'a soutenu. Voilà. Et on avait même l'impression que tous les dictateurs africains avaient soufflé, hein, lorsqu'on avait sorti, hein, le seul dictateur, hein, de cette sous-région, hein, qui était Laurent Gbagbo. Ils ont soufflé, oh là là, hein, l'épouvantable dictateur Laurent Gbagbo est maintenant sorti. Bon, place à la démocratie. Donc on organise des élections en Centrafrique, bon, au Bénin, au Togo, au Turquie, voilà. Donc, moi je pense que nous avons le choix entre le pire et le moins mauvais. Donc, en fonction, si vous voulez qu'on fasse, parce que la politique internationale, elle ne se fait pas sur des sentiments, tout le monde le sait, sauf les Africains, qui pensent que, voilà, il faut être amis, il faut s'embrasser pour pouvoir défendre nos intérêts. Non. Voilà. Si, bon, tout le monde savait que Kadhafi brimait son peuple avant, non? Avant, tout le monde lui a ouvert les portes, les terrains de chasse et tout, bon, voilà, il est reçu partout. Hein? Maintenant, c'est les rebelles. C'est eux qui sont les démocrates. Donc, je crois que les Africains doivent savoir lire l'environnement international. La morale n'a rien à voir ici. La morale n'a rien à voir. C'est la morale qui a conduit l'Égypte antique à la déchéance. C'est la morale, hein, c'est la maths, cette façon que les Africains ont de voir le monde, de façon religieuse, spirituelle, hein, quasi, je dirais,
puritaniste, hein, le puritanisme africain, bon enfant, hein, le sentimentalisme, bon voilà, ça doit cesser. Parce que nous sommes dans un monde réel où chacun essaie de survivre. Voilà, où chacun essaie de survivre. Et donc, je condamne et je m'oppose fermement, bon, même si aujourd'hui les conséquences sont déjà réalisées, à cette agression dans la Libye, tout simplement parce que je ne peux pas permettre, hein, que le loup soit à 2 pas de ma maison. Voilà. Ne serait-ce que pour ces raisons-là, hein, je condamne cette agression militaire. Voilà. Parce qu'il y a des Africains qui nous disent « Oh, vous soutenez Kadhafi », il y a beaucoup d'Africains qui soutiennent Kadhafi, mais vous oubliez que c'est un Arabe, vous oubliez que les Arabes nous ont esclavagisés, donc voilà, les Arabes, ils sont racistes, ils ne veulent pas de nous, etc. Donc pas question de le soutenir. Je dis oui, d'accord. Mais ne serait-ce que pour des raisons géographiques, hein, ne serait-ce que pour des raisons géographiques, je condamne. Je ne peux pas accepter que l'OTAN, hein, que l'influence de l'Occident s'accroisse à 2 pas de l'Afrique noire. À supposer que, bon, cette partie de l'Afrique ne fasse pas partie de l'Afrique noire, de l'Afrique d'une manière générale, eh bien, je ne peux pas accepter que, hein, l'Occident soit à 2 pas, hein, de la frontière du Mali. Voilà. Je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas que l'OTAN vienne bombarder un pays et construise un régime fantoche, hein, à 2 pas, hein, de ma maison. Voilà. C'est pour ces raisons-là qu'on parle, que je parle. Il ne s'agit pas d'avoir du sentiment, bien de... Voilà, je n'encense pas Kadhafi, mais je tiens compte d'un certain nombre d'intérêts, hein, de l'Afrique. Bon, ensuite, vous posez la deuxième partie de votre question. Vous posez la question sur 2 combats. Ça devait être sur ce truc, peut-être, je veux dire, condamner, c'est joli de condamner, de ne pas accepter. Voilà, non, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, vous avez posé la question de savoir entre combattre pour la démocratie en interne et contre l'extérieur, qu'est-ce qui est primordial? Contre le tyran ou contre le colon. Voilà, absolument contre l'extérieur. Parce qu'à partir du moment où l'extérieur soutient le tyran contre nous, les rapports de force sont extraordinairement déséquilibrés. Et comment alors? Comment on combat? Parce qu'on sait combattre les tyrans, mais on sait plus difficilement combattre les puissances géopolitiques qui le soutiennent. Non, je crois que non. Bon, je ne crois pas. Je crois que ce combat se mène aussi. C'est-à-dire que si la France n'avait pas assassiné, par exemple, Thomas Sankara, nous ne serions pas ici. Donc ce combat se mène. Je pense qu'ils l'ont éliminé parce que peut-être qu'il était tout seul, par nous tant d'autres. Ils ont utilisé forcément ceux qui sont aux alentours. Les Oufé-Boigny, il y a plein de personnes qui l'ont utilisé pour tuer Thomas Sankara. Non, ça c'est une évidence. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Libye, c'est dramatique, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on a toujours utilisé un certain nombre d'Africains et un certain nombre d'Arabes contre leur peuple. C'est assez extraordinaire. Tel que les Occidentaux, ils ont les pires criminels au monde. Tel les George Bush, les Tony Blair, les Sarkozy, les De Gaulle qui étaient... De Gaulle est un grand criminel. De Gaulle représente pour la France un héros. Pour nous, Africains, c'est un criminel. Il a bombardé, il a tué tous nos leaders, hein, lors de l'indépendance. Voilà. Donc, lors du combat pour... C'est pour ça qu'il fallait se battre contre De Gaulle. Non, je termine, s'il vous plaît. C'est-à-dire que, je veux dire que pendant longtemps, ou bien de tout temps, on a utilisé des Africains pour abattre les Africains. Voilà. Et aujourd'hui, le cas le plus... Et ça fait mal au cœur, c'est de voir combien, hein, la Libye qui a été construite, hein, pierre par pierre, ces 42 dernières années, a été totalement rasée parce que quelques aficionados de l'OTAN veulent devenir, veulent représenter le pouvoir colonial, hein, et sur le plan local. Hein. Donc il faut que les Africains, en tout cas, la leçon que nous devons tirer de ce qui vient de se passer en Libye, c'est que